Bonjour, bienvenue au Cybertalk. Je reçois aujourd'hui Michel Quillet, directeur adjoint d'Europol en charge des opérations. Michel Quillet, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, merci de m'avoir invité. Quelle est votre analyse de la cybermenace aujourd'hui? Alors, mon analyse du principal risque que fait courir l'utilisation criminelle, frauduleuse d'Internet, c'est la possibilité pour n'importe qui de devenir un cybercriminel. Je m'explique, je vais un peu plus dans le détail. On s'est aperçu au cours des 3-4 dernières années qu'il y avait la fourniture de moyens criminels, donc de services qui sont des services H24, pour permettre à n'importe qui de procéder à des intrusions et d'utiliser, de détourner l'usage normal de l'Internet. Et ceci facilite tous les types de criminalité dont Europol en particulier a traité, qui sont d'abord la pédopornographie, ensuite les fraudes, toutes les fraudes utilisant Internet, fraude aux cartes de crédit, et aussi les intrusions. Alors, tout ceci est facilité, donc n'importe qui peut devenir un cybercriminel, et lorsque l'on sait qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui sont reliés, utilisateurs d'Internet, et avec la possibilité que ce nombre double dans les 5 prochaines années, on se dit que pour l'instant, si seulement 1% des utilisateurs d'Internet avaient des intentions criminelles, ça fait 25 millions de criminels potentiels. Donc, c'est pour nous, à Europol, le principal risque, et c'est ce que nous prenons en compte. Alors, quels sont justement les moyens dont dispose Europol pour lutter contre cette cybercriminalité? Alors, Europol, nous avons créé le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, EC3, et cette création nous a été demandée l'année dernière, donc en 2012 par la Commission européenne, et l'inauguration de ce centre a eu lieu en janvier 2013. Et les moyens que nous dédions à la lutte contre la cybercriminalité, ils sont de deux natures. D'abord, de nature opérationnelle, c'est-à-dire que nous aidons les enquêtes conduites dans les États membres sur les phénomènes criminels que je viens de citer, pédopornographie, fraude et intrusion. Donc, toutes les enquêtes, nous aidons les États membres qui nous indiquent que des réseaux criminels utilisant Internet pour commettre ces infractions sont actifs. Eh bien, nous centralisons les informations qui nous sont données, nous dessinons la structure des réseaux, et les États membres, en relation, donc autorités policières, autorités judiciaires, décident du démantèlement. Mais dans cette action, nous avons un rôle primordial parce que nous coordonnons l'action de ces services-là au jour et à l'heure où ces opérations policières, judiciaires se déroulent. Nous avons des salles opérationnelles où les gens se rassemblent, et en temps réel, nous guidons, nous aidons à la conduite de ces enquêtes. Ça, c'est le premier appui. Et pour cet appui, nous avons des bases de données pour chaque type de criminalité, pédopornographie, fraude et intrusion. Mais nous avons aussi un deuxième volet d'action qui est un volet que je qualifierais de stratégique, un soutien stratégique. Parce que la vision que nous avons des opérations conduites dans les États membres nous donne la vision de l'extension du développement de ce phénomène de criminalité, et nous pouvons faire l'état des lieux des phénomènes de criminalité, non plus dans un but opérationnel, mais dans un but de connaissance, et puis de diffusion de cette information, et puis de prise de décision pour savoir s'il faut créer de nouveaux outils, renforcer d'un point de vue budgétaire la lutte contre ces phénomènes de criminalité, ou recruter des nouveaux personnels. Donc voilà les deux types de soutien que nous fournissons aux États membres par le biais de ce Centre européen de lutte contre la cybercriminalité. Alors justement, travaillez-vous de la même façon avec les différents États membres? Alors, nous faisons en sorte de travailler de la même façon avec les différents États membres. Mais nous sommes obligés de prendre en compte la disparité des systèmes juridiques dans les États membres. Donc les législations sont souvent différentes. Bon, il y a une trame commune, mais
les détails sont différents. Les structures de lutte contre la cybercriminalité dans les États membres sont différentes, mais nous avons besoin d'une standardisation, et cette standardisation, nous la procurons aux États membres, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une approche, sinon harmonisée, du moins approchante en tout cas. Voilà. Bien sûr. Quelles sont, selon vous, les évolutions qui seraient souhaitables pour optimiser votre action? Alors, les évolutions qui seraient souhaitables pour optimiser notre action, ce serait d'abord, pour continuer un peu dans cette logique d'harmonisation, c'est que les législations des États membres se rapprochent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et ce dont nous nous apercevons, c'est que c'est très laborieux, très lent, comme pour faire évoluer toute législation. Donc, ça, c'est ce serait la première nécessité. La deuxième nécessité, ce serait celle d'une harmonisation technique aussi des structures, cette fois-ci, opérationnelles dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. On s'est aperçu, lorsque la Commission européenne nous a demandé de créer ce centre européen de lutte contre la cybercriminalité, nous avons fait le tour des pays de l'Union européenne pour savoir quels étaient leurs services en charge de cette lutte. Et on s'est aperçu que certains États membres, et je ne donnerai pas plus de précision, n'avaient aucune structure, soit pour des raisons budgétaires, soit pour des raisons stratégiques, parce que, peut-être la nécessité n'était pas apparue de façon évidente. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une réelle disparité. Et là, effectivement, notre rôle, et on veut être proactif dans ce domaine-là, c'est qu'on les conseille, on leur propose des services, et ces services aussi permettent de compenser cette disparité. Donc il faudrait quand même, pour en revenir à votre question, qu'il y ait une certaine uniformité dans les structures de services qui sont en charge de la lutte contre la cybercriminalité, et c'est un de nos volets importants de travail. Et enfin, ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait une structure d'un point de vue judiciaire. Alors cette fois-ci, je parle d'organisation judiciaire, et en particulier, je me réfère à un besoin qui est apparu en France dans les contacts que nous avons, dans le travail que nous... non pas les contacts, mais le travail d'enquête que nous soutenons dans les États membres, en France en particulier, c'est la nécessité d'une structure judiciaire unique qui soit en charge de ce phénomène-là, parce qu'effectivement, alors unique, je n'ai pas utilisé le terme qui conviendrait le plus, c'est une structure spécialisée, parce qu'on s'aperçoit que dans les phénomènes de criminalité organisée, s'il n'y a pas une structure judiciaire qui soit spécialisée dans ce type de criminalité, eh bien, donc il y a, je dirais, un manque de focalisation, un manque de pression, parce que effectivement, on ne peut pas demander à un magistrat avec une formation généraliste de devenir le spécialiste en quelques temps, en peu de temps, d'un phénomène aussi complexe que celui de la cybercriminalité. Donc, pour la France en particulier, il y aurait le besoin de cette structure spécialisée en matière judiciaire. Voilà. Et ce qu'il faudrait aussi, dernier point que nous voyons, mais là aussi nous voulons jouer un rôle, c'est qu'il faudrait une formation au niveau européen, et nous faisons en sorte, de façon peut-être pour l'instant informelle, mais de dispenser une formation qui permette de compenser les différentes lacunes que je viens de citer, avoir des enquêteurs avec une approche similaire de la lutte contre le crime organisé, des méthodes de fonctionnement serait aussi un point important, et avec tout le travail de contact que nous faisons avec les États membres, les services d'enquête des États membres, nous essayons de compenser en partie cette lacune. Donc voilà les quatre points sur lesquels il y a lieu d'améliorer. Et j'en oublie un qui me paraît aussi fondamental, je ne l'oublie pas parce qu'il est en filigrane permanent, c'est la nécessité d'une coopération étroite avec le secteur privé. En matière de cyber, le secteur privé et les grandes entreprises sont les pourvoyeurs de moyens. Ce sont eux qui sont les cibles, les victimes, mais également qui ont la connaissance de
des attaques dont le système cyber en général peut être la victime. Donc, cette coopération avec le secteur privé, elle est tout à fait fondamentale et elle devrait aller jusqu'à, et c'est là où pour l'instant il y a la difficulté, jusqu'à la possibilité d'échanger. Parce que le secteur privé, les grandes entreprises, et je cite Google, je cite simplement celle-là parce que ça me paraît le plus évident, peuvent nous fournir des informations via les États membres sur des phénomènes qu'ils constatent, dont ils sont victimes. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas la possibilité de leur renvoyer des informations qui seraient utiles pour justement contrer le développement de la cybercriminalité, puisque c'est l'essentiel de notre mission à Europol. Et là, effectivement, tout un travail est en cours, à Europol en particulier, puisque nous sommes en train de reformater la base juridique qui nous sert à travailler, et avec les États membres en particulier. Et dans cette base juridique, nous demandons que l'article qui existe déjà sur la coopération avec le secteur privé permette cet échange dans les deux sens, et non plus dans un sens unique qui serait celui de l'alimentation du secteur privé vers nous. Voilà les quelques éléments qui permettront de faire avancer la lutte contre la cybercriminalité et de renforcer la sécurité dans le domaine cyber. Donc, piste à suivre. Merci infiniment, Michel Quillet, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk.